Ce que je vais vous dire là, ça n'engage que moi parce qu'à ma connaissance, je n'ai jamais accompagné quelqu'un pour les crises d'épilepsie. J'ai déjà accompagné des gens qui étaient épileptiques, mais pas dans le cadre de sa crise d'épilepsie. Comme c'est un sujet qui n'est pas abordé dans le praticien, c'est pour ça que j'ai demandé à Jonas de me poser la question auprès de tout le monde, parce que ça peut vous intéresser, c'est pas quelque chose qu'on verra à d'autres moments. Ce que je vais vous donner, ce n'est pas le fruit de mon expérience, c'est plutôt le fruit de mon expérience, comment, grâce à mon expérience, j'aborderai la question de l'épilepsie. Une question fondamentale en épilepsie, c'est est-ce que la personne sent arriver les symptômes? Parce que si elle sent arriver les symptômes, là, il y a moyen peut-être de faire quelque chose. Si ça la prend comme ça, par surprise, j'ai pas de stratégie très définie. Après, vous pouvez toujours tester une méthode de Rossi ou ce que vous voulez. Mais si elle sent arriver les choses au fur et à mesure, il y a moyen d'endiguer ça dès le départ. C'est-à-dire que l'idée, ce serait presque un peu comme on fait à chaque fois qu'on va traiter un sujet, on va calibrer au départ. Calibrer, ça veut dire qu'on va mettre la personne dans l'état émotionnel qui nous va bien pour pouvoir voir comment elle réagit, comment elle est à ce moment-là. Alors, il ne s'agit pas de déclencher une crise d'épilepsie ou une crise d'angoisse si on travaille sur l'angoisse, etc. Mais juste le début de quelque chose que la personne elle puisse avoir les premières sensations. À partir de ces sensations-là, on sait que derrière, ça va conduire progressivement à quelque chose de plus important qui va aller jusqu'à l'épilepsie. Et donc l'objectif, ça va être d'arriver à trouver une manière de changer des choses à ce moment-là pour que la personne elle interprète les choses, les signes autrement, ou qu'on emmène le corps à réagir vers d'autres choses pour que ne pas déclencher la crise d'épilepsie. C'est un petit peu comme si on faisait un réaiguillage. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important de retenir aussi, ça c'est un discours que j'utilise dans n'importe quel type de pathologie qui n'est pas une pathologie continue, c'est-à-dire c'est ponctuel, j'ai une crise d'épilepsie, puis la plupart du temps j'en ai pas, c'est de dire si votre corps, votre cerveau sait ne pas avoir de crise d'épilepsie dans 99% du temps, potentiellement il devrait être capable de le faire pendant 100% du temps. Finalement, la crise d'épilepsie c'est un truc en plus qu'on déclenche, c'est pas un truc qu'on est, on n'est pas épileptique. On est, on va dire, normal, même si le mot normal n'a pas forcément de sens, et à un moment donné, cette crise arrive. Donc c'est un truc qui arrive en plus. C'est un peu comme si, je sais pas moi, il y a plein de choses que vous faisiez normalement et que d'un seul coup, je sais pas, vous vous donniez un grand coup de pied dans un mur et vous faites mal. Oui, vous n'êtes pas obligé de vous donner ce coup de pied dans le mur. C'est pas une obligation, c'est pas un passage obligé. Bien, la crise d'épilepsie n'est pas non plus un passage obligé. Si la personne, elle s'est arrêtée pendant 4 mois sans avoir une crise d'épilepsie, ça veut dire que son organisme sait faire ça. Et là, comment dire, c'est juste une logique de base. Si elle sait le faire 4 mois, pourquoi elle n'y arriverait pas pendant 5 mois, ou 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un potentiel épileptique derrière, ça veut juste dire qu'on va essayer d'apprendre à ne plus ressentir les sensations qui sont liées à l'épilepsie. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Je n'ai jamais accompagné personne pour l'épilepsie, donc donc voilà, maintenant tu me diras, Jonas, t'as quelqu'un sous la main pour ça, c'est ça? D'accord. Après, oui, après, comme vous vous sentez. Effectivement, sur les cas un peu particuliers comme ça, je me suis partagé entre vous dire testez-vous et commencez par des trucs peut-être un peu plus light. Oui, Pierre? Si tu retrouves, tu nous rediras. Merci. Généralement, quand on parle de qu'est-ce qu'on peut faire en hypnose ou pas en hypnose, on parle toujours des publics qu'on pourrait qualifier un peu à risque ou public difficile, etc., etc. Alors, quand on fait de l'hypnose de spectacle, on entend souvent parler des femmes enceintes. Alors, les femmes enceintes, c'est pas qu'elles ne peuvent pas faire d'hypnose, c'est pas du tout le problème. Les femmes enceintes, c'est que quand on est en spectacle et que ça bouge dans tous les sens et qu'on tombe par terre et que etc., c'est pas forcément le meilleur endroit pour une femme qui est enceinte. Mais faire de l'hypnose, un état hypnotique pour une femme enceinte, c'est juste quelque chose de génial. C'est au contraire un état où il y a moyen de faire un lien encore plus fort avec le bébé intérieur. Enfin, ça peut être vraiment un état magnifique. Donc, le fait d'être enceinte n'est absolument pas une barrière, un problème pour faire de l'hypnose. Par contre, pour faire de l'hypnose de spectacle, effectivement, ça dépend aussi quel spectacle vous allez voir, mais si les spectacles on vous fait rouler par terre dans tous les sens, là, je ne conseille pas. La question qui revient aussi souvent, c'est les schizophrènes. On dit, faut surtout pas faire d'hypnose de schizophrène. Alors,
j'ai jamais lu d'études scientifiques valables qui expliquaient pourquoi il ne fallait pas faire d'hypnose sur les schizophrènes. Un truc qui est sûr, c'est que dans la mesure où l'hypnose, on est quand même sur une technique dissociative, si quelqu'un vient me voir pour sa schizophrénie, je ne vais pas essayer de lui faire la dissociation. Donc je n'utiliserai pas les techniques habituelles. Et je ne suis pas sûr que il faudrait que la personne ait vraiment des bons arguments pour que je l'accepte pour un problème de schizophrénie. Je ne suis pas persuadé que ça soit dans mon bagage de compétences. Néanmoins, c'est pas parce que quelqu'un est schizophrène qu'il ne peut pas avoir une phobie, qu'il ne peut pas avoir une angoisse, etc. Et c'est pas parce que la personne est schizophrène qu'on ne peut pas la soigner avec ça, l'hypnose. Alors on va éviter encore une fois tout ce qui est trop dissociatif et surtout après on va faire en sorte de réassocier au mieux. Mais c'est pas pour moi, et je suis pour le coup je pense que je suis partie des rares à tenir ce discours-là, hein, si vous en parlez avec beaucoup d'autres hypnothérapeutes ou professionnels on va dire, de la santé mentale en général, il y a beaucoup de gens qui vous tiendront un discours inverse. Et je dis en aucun cas que j'ai raison. Mais quelqu'un qui est schizophrène, hormis ses personnalités qui peuvent être un peu différentes, il y a plein de moments où il vit la dissociation de son corps un peu comme tout le monde. Enfin, il y a plein de moments où il cligne des yeux sans y penser, où il va aller sa salive sans y penser, que son corps va réagir, pas forcément de manière dissociée, mais en tout cas pas forcément de manière consciente. Et que à certains moments, ces personnes-là peuvent ressentir des émotions qui les envahissent, qui sont très désagréables, des angoisses ou autres, et c'est pas parce qu'ils ont schizophrène qu'on ne peut pas les aider à accompagner ça et à enlever ça. Donc pour moi, soigner ou accompagner la schizophrénie en hypnose, bof. Mais accompagner quelqu'un qui est schizophrène pour un truc qu'on a l'habitude de traiter en hypnose, je pense que j'ai déjà fait d'ailleurs, hein, je suis allé plusieurs fois. Même je me souviens de mes collègues infirmières qui ne voulaient pas accompagner cette personne-là, et je l'ai fait et ça ne me pose pas de problème, plus de problèmes que ça. C'est juste qu'il faudra qu'on être beaucoup plus vigilant sur ce qu'on dit et sur le retour à la fin. Après, il n'y a pas de raison que ce soit plus compliqué que ça. Des questions par rapport à ça? Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein. Je vous donne juste ma manière de voir les choses. Avant, je commence les allergies. Est-ce qu'il y a une ou deux autres questions ou j'y vais directement? Vous êtes super silencieux aujourd'hui. On sent que c'est encore un groupe où les anciens techniciens et les praticiens ne se connaissent pas beaucoup. Je pense que ça bla 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 bla. Alors, aujourd'hui, allergie. Quelques précautions d'usage avant de commencer à vous en parler. L'allergie, c'est un peu quand même une chasse gardée quand même de la médecine allopathique. Ça veut dire que je vous en parle, mais c'est un peu comme si je vous en avais pas parlé. Et, cet atelier d'hypnose s'autodétruira à la fin. Et le département d'État n'ira avoir eu connaissance de vos agissements si vous faites un accompagnement en allergie. Néanmoins, je vais vous raconter quand même pas mal de choses autour de ça. Toujours pour être dans cette logique avec le corps médical, rappelez-vous qu'en hypnose, quand on n'est pas un professionnel de santé, on ne parle pas de patient. Ça peut être très étonnant parce que j'ai plein de professionnels de santé qui m'envoient leurs patients et qui deviennent pour moi des clients. C'est que des jeux de langage, ça veut dire c'est quelque chose maintenant que vous maîtrisez, on sait que tout ça c'est du langage, il n'y a pas forcément de fond derrière, mais qu'aujourd'hui en France il y a des protocoles où chacun a son préparé, et ben nous c'est pas des patients, c'est des clients, et on pourrait se faire taper sur les doigts si on commençait à parler de patients. De la même manière que parler de soigner quelque chose, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Alors on a le droit de prendre soin de quelqu'un, mais le soigner, c'est pas la même chose. On est vraiment sur des subtilités de langage qui sont un peu particulières. Néanmoins, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que je considère qu'en hypnose, on ne soigne rien. En fait, en hypnose, on est là, on parle souvent d'accompagnement, mais pourquoi on parle d'accompagnement? Ça paraît gentil, on a l'impression d'utiliser un mot qui est politiquement correct pour pouvoir dire on fait de l'hypnose, donc on accompagne sous l'hypnose. Mais pour moi, l'hypnose, c'est réellement une technique d'apprentissage. C'est-à-dire que votre cerveau, si on prend quelque chose de plus basique et moins polémique que les allergies, comme les phobies, c'est que votre cerveau, il a appris à devenir phobique. C'est un apprentissage, c'est un acquis à un moment donné. De la même manière que vous avez appris plein de choses. Si vous jouez au tennis de table, vous avez peut-être appris à faire certains gestes dans certains sens. Et qu'à un bout d'un moment, vous apprenez que ces gestes-là, eh bien, ils ne sont pas les bons. Et donc, il faut les réapprendre. Et donc, c'est comme ça que des fois, il faut qu'on revoie toutes nos techniques. Quand on a un sportif de haut niveau, il faut qu'on revoie une manière de faire.
Eh bien, pour moi, l'hypnose, on est dans une technique d'apprentissage. On va juste apprendre à votre cerveau à faire autrement. Et pour preuve qu'on n'est pas dans un soin qui pourrait être un tant soit peu invasif, hein, c'est qu'encore une fois, on n'ouvre pas vos cerveaux et on ne fait pas les connexions de neurones comme on l'entend. C'est pas nous qui faisons. Rappelez-vous cette métaphore du GPS. On est juste là pour vous, pour accompagner la personne en état modifié de conscience. Et on l'accompagne dans... c'est elle qui fait les changements. Nous, on va juste lui proposer, on va lui proposer des images, on va lui proposer des métaphores, on va lui proposer des suggestions. Et c'est parce qu'à un moment donné, la personne va les accepter, ces suggestions, et qu'elle va rentrer dans cette logique que ça va fonctionner. D'ailleurs, essayez, enfin, comment dire, dans un autre cas, en médecine allopathique, si vous voulez soigner quelqu'un à son insu, potentiellement, vous pouvez le faire. Genre, discrètement, je mets 2-3 pilules dans le verre, vas-y, bois ton verre, la personne, elle est soignée. Aller soigner quelqu'un sous hypnose à son insu, c'est quasiment impossible. Sinon, on est dans une sorte de... Enfin, si la personne n'est pas volontaire pour changer, si la personne n'est pas volontaire pour écouter les propositions métaphoriques, etc. que vous lui donnez, si elle n'est pas volontaire, ça ne marchera jamais. Donc, ça ne fonctionne que parce que, quelque part, on est un binôme et que la personne, elle rentre dans le jeu. Alors, oui, on pourrait, il y a des techniques comme ça, on pourrait quasiment rendre malades des gens avec des techniques qui sont proches. Qu'est-ce que c'est? C'est juste de la... On appelle ça du bourrage de crâne, quoi. Quand on utilise des techniques de psychologie sociale pour emmener les gens vers quelque chose où on ne veut pas, on est dans la manipulation, ce qui est plus banal, enfin plus banal, je ne parle pas si banal que ça, mais plus négative, si vous voulez, cette manipulation-là, et pas pour aller dans le bon sens. Mais quand on est dans un cadre d'hypnothérapie, rappelez-vous qu'on est là, un, pour récupérer la manière dont la personne elle voit le monde en face de nous, deux, pour récupérer son objectif. Et on met les deux en adéquation.